Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le top série de la décennie, le top série 2010-2019. Alors, deux choses à savoir dans cette vidéo. Il y aura des séries terminées. Il y aura aussi des séries qui ne sont pas encore terminées. Il reste peut-être une, voire deux saisons, mais plus une saison. Et il y aura également des séries dont j'ai vu par exemple les trois quarts. Mais j'ai voulu les mettre dans ce classement parce que ce que j'ai vu sur ces trois quarts de séries sont tellement énormes, sont tellement extraordinaires que je ne peux pas me permettre de ne pas les mettre. Et à contrario, il y a aussi des séries qui m'ont énormément marqué sur les 2 ou 3 premières saisons et après qui sont un petit peu pété la gueule. Donc c'est vrai que globalement, c'est des séries pour moi qui ne tiennent pas la route sur un ensemble, mais j'ai trouvé les 2 ou 3 premières saisons tellement extraordinaires que j'ai dû les mettre dans ce classement, mais pas forcément en première ou deuxième ou troisième position. Et vous allez comprendre pourquoi par rapport à la 10e position de ce top. Et je commencerai donc par la série Outlander. Alors Outlander, c'est l'exemple, oui, d'une série qui a commencé pour moi sur les chapeaux de roue et qui se termine de plus en plus mal. La série n'est pas encore terminée. Il y a encore la 5e saison qui va arriver, peut-être même une 6e, peut-être même une 7e. Très bizarrement, c'est une série qui ne cesse d'être renouvelée, mais pour moi, elle ne tient la route que sur les 2, voire 3 premières saisons, et alors après, c'est une catastrophe. Et c'est tellement dommage. Je vous montre même, voilà, le Blu-ray, Outlander. J'adore cette première saison et j'aime tout autant la deuxième. La troisième, ça commence un petit peu plus à sentir le roussi, mais ça va, ça tient encore la route. Cette histoire de cette infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale qui remonte le temps en Écosse et qui va se retrouver au XVIIIe siècle piégée dans une guerre entre les Écossais et les Anglais. Et là, elle va vivre une histoire d'amour, elle va vivre plein d'aventures, elle va rencontrer le beau et fort Jamie, pour tous ceux qui connaissent la série, vous savez de quoi je parle. Et donc c'est une série très romantique, très fleur bleue. Et oui, des fois, j'ai un petit côté fleur bleue comme ça. C'est pour ça que j'aime bien Outlander. En même temps, il y a énormément de sexe, il y a énormément de violence. C'est une série qui m'a scotché, mais vraiment scotché pendant 2 saisons complètes. Il y a des retournements de situation, il y a du drame, il y a de l'émotion, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce que j'aime dans une série. Et c'est une série qui va beaucoup jouer sur les décors, notamment l'Écosse, qui va pas hésiter à prendre des vrais décors, des vrais endroits de l'Écosse. Et c'est magnifique, c'est super beau. La musique de Bear McCreary, celui qui a fait la musique de Battlestar Galactica, et également la musique du God of War sur PS4, elle est juste magistrale. Le thème, le générique, enfin tout est bien dans cette série. Mais il y a un problème, c'est les romans de Diana Gabaldon. Et oui, et j'hésite pas à le dire, puisque c'est une série qui est adaptée de romans. Et le problème, c'est qu'elle est tout le temps derrière les showrunners. Et si les showrunners ont très très bien adapté les 3 premiers tomes, et il fallait les adapter parce que les romans de base sont très très bien, le problème, c'est que ça ne tient pas la route à partir du 4e, 5e, 6e tome, qui pour moi, c'est pas que c'est mal écrit, mais c'est que je trouve que Diana Gabaldon ne sait pas où mener son récit. C'est un récit qui s'embourbe, c'est un récit qui ne retrouve pas la fulgurance des premiers tomes, du 1 et du 2, et on se demande où est-ce qu'elle veut aller, en fait, Diana Gabaldon, dans cette histoire. Je pense que ça aurait mérité que ça s'arrête peut-être à 4 tomes. Et le problème, c'est que les showrunners suivent à la lettre les romans de Diana Gabaldon, et pour moi, c'est ça qui pose problème. En fait, moi, j'aurais été les showrunners, ou la production, moi, j'aurais pris des libertés, j'aurais pas suivi les romans, parce que je trouve que le récit n'avance pas, le récit s'embourbe, et donc ça pose un véritable problème. Pour vous dire que moi, la 4e saison, je n'ai même pas réussi à la finir, et c'est tellement dommage pour cette série qui commençait, mais tellement bien, mais tellement bien. Voilà ce que je peux dire sur Outlander. Je la classe dans ce top quand même en 10e position parce que c'est 2 saisons qui m'ont réellement marqué dans cette décennie, mais malheureusement, c'est une série qui pour moi ne tient pas la route. On verra la 5e saison. Vous me direz aussi, vous les fans d'Outlander, s'il y en a parmi vous, ça va être, je pense, largement un public féminin. Vous me direz ce que vous pensez de cette 4e saison et si vous attendez évidemment la 5e. En 9e position, Stranger Things. Alors là, Stranger Things, je suis obligé de la mettre dans un top de la décennie parce que c'est une série, je pense, qui va certainement rester. A contrario de beaucoup de gens, c'est une série qui pour moi se bonifie avec le temps. Et beaucoup de gens pensent l'inverse. C'est une série qui a fait un gros buzz lors de la première saison et qui après petit à petit s'est effondrée. Moi je pense l'inverse. C'est-à-dire que oui, peut-être que la 2e saison est moins bonne que la première, ça je suis d'accord. Mais je trouve que la 3e relève le niveau et elle assume complètement son côté fun, film des années 80, blockbuster des années 80 que j'ai retrouvé. Vraiment j'ai retrouvé cette âme années 80 et que je retrouverai peut-être pas dans d'autres séries qui se revendiquent d'un héritage des années 80 ou alors qui veulent surfer sur une nostalgie. Là, je trouve que Stranger Things, ils font pas les choses à moitié, quoi. C'est-à-dire que elle ne fait pas semblant d'être
ancré dans les années 80. On dirait que les deux frangins, ils ont posé leur caméra dans les années 80 et hop, ça y est, c'est parti, ils ont filmé une série, quoi. Stranger Things, c'est vraiment tout ça. Alors, Stranger Things, c'est pas une série follement originale, puisqu'évidemment, elle va reprendre tous les trucs qu'on a connus dans les films des années 80, elle va reprendre du Carpenter, elle va reprendre, évidemment, toute la période Amblin, elle va reprendre Spielberg, elle va reprendre tous les trucs qu'on a aimés, mais en même temps, elle va créer aussi sa propre mythologie. C'est pas follement original, mais elle crée des choses, elle nous embarque dans une aventure avec des nouveaux personnages, elle ne fait pas de remake finalement, et je trouve qu'elle assume totalement ce côté-là. C'est pour ça que cette série, je la mets quand même dans ce top, parce que pour moi, c'est vraiment une série qui m'aura marqué aussi d'une certaine manière, pas autant que d'autres bien sûr, mais c'est une série qui m'aura marqué dans cette décennie. On verra pour la saison 4, ça se trouve ce sera peut-être moins bien que la 3, on n'en sait rien, peut-être que ce sera mieux, je ne préjuge pas de ça, mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, vraiment pour moi, ça mérite clairement d'être dans un top. En 8e position, True Detective. Alors pourquoi True Detective, je ne la mets qu'en 8e position? Et tout simplement, c'est un petit peu le même syndrome qu'Outlander que j'ai mis en 10e. Pour moi, c'est une série qui tient sur sa première saison. Alors c'est une série évidemment qu'on peut regarder juste la première saison, ou alors la deuxième, ou alors la troisième, puisque toutes les histoires sont différentes. Mais je n'ai tellement pas accroché à la deuxième, et je n'ai tellement pas accroché à la troisième, que je suis obligé de retenir que la première. Le problème de la seconde saison, et vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé ou pas, il y en a qui ont aimé cette deuxième saison, moi vraiment j'ai pas aimé, trop de personnages, intrigue pour moi trop complexe, c'est vraiment très très difficile à suivre. La troisième un peu moins, mais je trouve que finalement les personnages sont pas très charismatiques, et c'est ce qui fait justement la force de cette première saison, et c'est pourquoi je la mets dans ce top. C'est parce que justement le tandem Woody Harrelson, Matthew McConaughey, il fonctionne à merveille, et l'intérêt justement de True Detective, c'est que finalement on s'attarde plus sur l'aspect psychologique des personnages, sur les flashbacks, sur les flash-forwards, ce qui va leur arriver, ce qui leur est arrivé, bien plus que sur l'enquête en elle-même. Et c'est là où j'ai trouvé cette série très très forte. Alors évidemment, la production design est fabuleuse, on y croit à mort, Matthew McConaughey joue comme un dieu, vraiment, je crois qu'il méritait vraiment un prix à ce moment-là. C'est une série qui va nous emmener très très loin dans la psychologie des personnages. Alors c'est pas une série qui est très très gaie, c'est une série morbide, c'est une série dure. Toute cette première saison, vraiment, elle est basée là-dessus, sur le glauque, sur le morbide, mais en même temps, elle est tellement passionnante sur les personnages qu'il faut la mettre dans ce top, bien évidemment. C'est une des saisons qui m'aura le plus marqué dans cette décennie, sans même parler évidemment de la réalisation de Fukunaga, à travers certains plans séquences extraordinaires, une photo à tomber par terre, vraiment True Detective. Si vous n'avez pas vu la première saison, il faut se jeter dessus, vraiment, il faut voir ça. C'est HBO, bien sûr. Pour moi, malheureusement, ça ne suivra pas pour la saison 2 et la saison 3, mais heureusement, la première saison peut se regarder indépendamment des autres, donc True Detective en 8e position. En 7e position, Twin Peaks, le retour, donc la saison 3 en fait de Twin Peaks par David Lynch. Alors pourquoi je la mets dans ce top? Parce que c'est inespéré, tout simplement inespéré qu'un créateur fasse à ce point ce qu'il a eu envie de faire. Et alors là, pour le coup, il ne fait pas une redite des 2 premières saisons, il complète son histoire réellement, donc avec le personnage de Dale Cooper, je ne vous en dis pas plus pour ceux qui ont vu les 2 premières mais qui n'ont pas vu cette 3e saison. Là, David Lynch fait absolument ce qu'il veut. Alors, pour le coup, il y a des choses totalement what the fuck, je pense à l'épisode 7 ou 8 pour ceux qui ont vu la série. Je pense qu'ils comprendront vite ce que je veux dire. D'une inventivité, d'un onirisme, d'une maîtrise scénaristique totale et d'une réalisation incroyable, que vraiment on est obligé de la mettre dans un top de la décennie. Moi, c'est vraiment une des saisons pareilles qui m'aura le plus marqué, parce que ça ne se répète pas, ce n'est pas une redite. Il y a vraiment quelque chose de neuf, on a vraiment l'impression là qu'on a presque une histoire nouvelle par rapport à toute la mythologie Twin Peaks. Et je le redis, c'est quand même Showtime qui est derrière, donc c'est quand même un gros network. Ils ont laissé les mains libres à David Lynch, quoi, mais vraiment. Et moi, j'aurais jamais pensé ça. Moi, quand on m'avait annoncé Twin Peaks le retour, je me disais, bon, ok, ça va être encore un énième remake, un énième reboot et tout ça. Et absolument pas. C'est totalement nouveau. Il complète son histoire. Ça n'a presque rien à voir, j'oserais dire, avec les 2 premières saisons. Vraiment, j'adore les 2 premières saisons, mais pour le coup, elle se démarque vraiment de ces 2 premières-là. Et elle trouve sa propre identité, elle trouve son chemin. Si vous n'avez pas vu Twin Peaks et vous connaissez Twin Peaks, franchement, jetez-vous sur Twin Peaks le retour, il faut absolument voir. C'est une des séries les plus marquantes de la décennie et je la mets en 7e position. En 6e position, Mr. Robot. Alors pourquoi je la mets en 6e position? Tout simplement parce que je ne l'ai pas encore terminée. Elle vient de se terminer, Mr. Robot, et je n'ai vu que 3 saisons et demie. J'adore tout ce que j'ai vu, vraiment.
Et c'est pour ça que je la mets en 6e position, parce que je ne peux pas croire que cette série se termine mal. Quand je dis se termine mal, ça veut dire qu'elle soit mauvaise dans la 4e saison. La mise en scène, les scénarios, les acteurs, tout, l'ambiance. Alors oui, ça ressemble un petit peu à Fight Club, sauf qu'on est plus dans un espèce de thriller avec des hackers, des informaticiens et tout ça, thriller financier. Mais c'est tellement dingue ce que j'ai vu, en tout cas dans la première saison, qui sait planter son univers, qui sait planter ses personnages, qui nous mène dans cette espèce d'intrigue, mais incroyable, et je ne peux pas spoiler, mais alors il y a énormément de twists, il y a énormément de retournements de situation, c'est assez extraordinaire. La 2e saison, oui, accuse un petit coup de mou. La 2e saison est à mon sens un petit peu complexe pour ce qu'elle veut raconter, mais il y a quand même quelques twists absolument géniaux. Il y a même un rapport avec les sitcoms des années 80-90, je ne peux pas en dire plus pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça dure pas longtemps mais c'est énorme, et en plus, ça sert la narration, ça sert les personnages. Donc Mr. Robot, c'est quand même du très très lourd de ce que je vois. Sam Esmail, donc c'est le créateur, et il a réalisé et écrit, je crois, la plupart des épisodes. C'est brillant, c'est prenant, les personnages sont très bien approfondis, les situations, tout ça. On étire même des choses, on étire des situations extraordinaires pendant 1 ou 2 épisodes et ça tient la route. Mr. Robot, c'est un constat social très dur, je vous préviens. C'est pas une série qui est pour tout le monde, c'est une série qui peut être des fois un peu pour les dépressifs. Non, mais je déconne. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment une série qui est, voilà quoi, il faut s'accrocher quoi. C'est dark, c'est sombre, mais alors qu'est-ce que c'est passionnant, qu'est-ce que c'est intelligent. Donc Mr. Robot, saison 6, je n'ai pas encore fini, mais je suis en train de la terminer. En 5e position, Peaky Blinders. Et oui, comment ne pas mettre Peaky Blinders dans un top de la décennie? Mais non, mais c'est impossible. Si vous aimez les histoires de mafia, de gangsters, là, vous ne pouvez qu'aimer Peaky Blinders. Peaky Blinders, c'est vraiment la série, déjà, d'un point de vue formel, qui est extrêmement léchée, qui est mais tellement belle à regarder cette série, c'est vraiment extraordinaire. La photo, quoi, juste la photo. T'enlèves même l'histoire, c'est pas grave, tu te regardes juste la photo, c'est extraordinaire. Et puis il y a l'intrigue, il y a les personnages bien sûr, il y a les acteurs, Cillian Murphy, Tom Hardy, enfin il y a une pléiade d'acteurs mais plus vrais que nature. Alors c'est une série qui n'est pas encore terminée, il reste encore des saisons, mais la dernière saison diffusée était extrêmement bonne. Donc cette histoire de mafia qui se déroule dans l'Irlande des années 20, en tout cas au début. Vraiment, si vous aimez toutes ces histoires de gangsters, etc., regardez Peaky Blinders. C'est du caviar. C'est pour moi ce que j'appellerais voilà, la série caviar, Peaky Blinders. Voilà. Donc elle mérite très clairement sa place dans ce top en 5e position. En 4e position, The Americans. Et ouais, The Americans, c'est quand même une des séries qui aura marqué aussi cette décennie. Cette histoire de couple russe qui va espionner tout ce qui se passe aux États-Unis pendant la guerre froide dans les années 80. Bon, voilà, j'ai pas besoin de revenir 50 ans là-dessus. Il y a eu 6 saisons, la série est terminée. C'est une série blindée de suspense qui va dépeindre des personnages super attachants, vraiment. Ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, c'est énorme. C'est une série qui jongle entre plein de choses différentes comme ça, qui va nous emmener justement dans les rouages de la guerre froide. C'est mais passionnant pour ceux qui aiment les trucs un peu d'espionnage et tout ça. Ils vont adorer. Alors pareil, la retranscription des années 80, elle est juste génialissime. Elle colle vraiment au plus près de ces années-là. Je recommande cette série pour ceux qui n'auraient pas encore découvert The Americans. Franchement, regardez-la, 6 saisons. Il y a peut-être, allez, un petit coup de mou dans la saison 3 ou saison 4, je me souviens plus. Mais globalement, c'est vraiment une série qui tient la route. Donc, 4e position, The Americans avec Kerry Russell et Matthew Rice. 3e position, une de mes séries favorites chouchou, Black Mirror. Et oui, j'adore Black Mirror, série d'anthologie qui a commencé en Angleterre et qui après, à partir de la saison 3, a été rachetée par Netflix. C'est une série qui va nous raconter notre rapport avec les nouvelles technologies, nous faire un petit peu la morale aussi parce que c'est son but. Est-ce qu'on en tient compte ou pas? Ça, c'est à chacun de voir ce qu'il a envie de faire avec les nouvelles technologies, mais en tout cas, Black Mirror pose un constat et imagine des choses dans un futur proche qui des fois sont glaçantes, qui des fois sont flippantes, qui des fois même se sont révélées vraies. Et oui, il y a des choses que Black Mirror a imaginées et qu'on voit des fois dans certains pays. Donc c'est pour moi une série qui est totalement novatrice, hyper efficace dans les scénarios. Dans la réalisation aussi, certaines réals sont vraiment absolument géniales. Si vous aimez, allez, le genre 4e dimension, là c'est 4e dimension mais poussé encore plus loin, ça va encore beaucoup plus loin pour moi. C'est pas tout le temps réussi, notamment cette dernière saison qui pour moi était vraiment pas terrible, à part aller un épisode qui était bien ou peut-être 2. Alors le dernier est complètement, je comprends pas ce qu'ils ont fait. Moi c'est une série où j'ai toujours préféré la période anglaise, ça c'est vrai, beaucoup plus radicale, beaucoup plus directe que quand elle a été rachetée par Netflix. Mais même quand elle a été rachetée par Netflix, il y a vraiment de très très belles histoires. Il y a des histoires glauques, il y a de belles histoires. Donc, dans Black Mirror, on est toujours baladé, on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas si ça va être glauque, si ça va être dur, si ça va être beau. Et c'est ce qui fait, pour moi, la force de cette série. Donc, Black Mirror de Charlie Brooker, que j'adore, en 3e position.
En deuxième position, comment ne pas citer dans un top de la décennie, Game of Thrones. Eh oui, on est obligé, bah oui, parce que quel que soit le résultat, de la 8e saison, que ça ait divisé, que ça ait déçu ou je ne sais quoi, Game of Thrones c'est vraiment la série qui a marqué cette décennie quoi. Je crois que c'est la série la plus téléchargée, même illégalement. C'est une série qui a su tellement bien s'imposer qu'elle a su fédérer autour de la Dark Fantasy. Et ça, c'est quand même assez inespéré. Alors oui, on peut se dire que, par exemple, le Seigneur des Anneaux a fédéré, mais le Seigneur des Anneaux, ça reste de l'heroic fantasy. Bon, là, ça va quand même plus loin. Il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de violence, et puis surtout, beaucoup de ramifications, beaucoup d'histoires différentes qui finissent par s'imbriquer. Et c'est vrai qu'au départ, c'est pas facile à suivre. Et Game of Thrones, c'est une série qui, petit à petit, a su, mais tout balayer sur son passage. Et je trouve qu'il faut quand même louer les mérites de cette série, de par les décors, de par l'authenticité, de par la photographie, les acteurs, les réalisateurs, etc., etc. Bon bref, je vais pas m'attarder quand même sur les qualités de Game of Thrones, mais on peut quand même se dire que c'est une série qui va rester, je pense, dans les 10 prochaines années, peut-être 20 prochaines années. Peut-être qu'on aura la relève de Game of Thrones, mais j'ai pas l'impression qu'elle va arriver tout de suite, quoi. On nous a dit que The Witcher, c'était peut-être la relève de Game of Thrones. On voit bien que non, quoi, pas pour l'instant. Et je ne pense pas qu'il y ait une série qui puisse rivaliser encore avec la richesse de cet univers, la richesse de ses personnages, des dialogues également. C'est très très compliqué, elle a mis la barre trop haute, Game of Thrones. C'est une série qui a su rassembler aussi bien les darons de plus de 50 ans que les geeks, je sais pas moi, de 13 ans, ou même pas forcément des geeks, enfin absolument tout le monde, quoi. C'était une série totalement universelle, transgénérationnelle. C'est une série qui défonce toutes les barrières. Et si on peut reprocher effectivement peut-être un coup de mou, oui, dans la saison 5, que moi, même moi, j'ai moins apprécié que les autres. C'est une série qui aura marqué les générations, qui aura touché les gens. On se souviendra très longtemps de Game of Thrones. On la citera même, je pense, en référence par rapport à d'autres séries qui arriveront, par rapport à d'autres inspirations. On dira, tiens, bah ça c'est inspiré de Game of Thrones, ou ça c'est copié sur Game of Thrones et tout ça. Malgré des défauts, malgré des faiblesses, malgré, oui, des choses qui rendent pas la série totalement parfaite comme un Breaking Bad, Game of Thrones quand même, deuxième position dans ce top de la décennie. Et puisqu'on parle de Breaking Bad, ça tombe bien, en première position, non, je ne citerai pas Breaking Bad, j'en ai déjà beaucoup parlé, et Breaking Bad, c'est une série qui est arrivée en 2007 et qui s'est finie dans cette décennie-là, c'est vrai, mais j'allais pas le remettre, hein, parce que j'en ai beaucoup parlé, et puis ça m'aurait empêché de mettre cette série-là en première position. Better Call Saul, son spin-off, oui. Alors, est-ce que c'est par manque d'objectivité? Parce que, bon, c'est vrai que je suis trop fan de cet univers de Breaking Bad que je mets Better Call Saul en premier. Mais pourquoi je la mets en première position de ce top de la décennie? Tout simplement parce que pour moi, il n'y a pas un épisode en dessous d'un autre, il n'y a pas une saison qui ne va pas, il n'y a rien qui ne va pas dans cette série. Voilà, je suis désolé, c'est comme ça. Tout est bon dans cette série, mais comme l'était Breaking Bad en son temps, voilà, il n'y a rien à acheter. C'est une série qui mérite pourtant un second visionnage, pour en apprécier vraiment les personnages et surtout la thématique du personnage principal, de celui qui va se confronter à des murs tout le temps. C'est l'histoire d'un homme frustré qui n'y arrive pas et ça va même plus loin dans cette thématique qu'un Breaking Bad, parce que Breaking Bad finalement, t'as un Walter White, oui, qui est un homme frustré, mais finalement qui arrive à se libérer dans une entreprise du mal. Alors c'est pas forcément bien, mais il n'empêche qu'il arrive à se libérer justement de sa frustration. Un peu à l'image de Jimmy McGill, sauf que Jimmy McGill, lui, n'y arrive pas. Et toute la série, pendant 4 saisons, va exploiter ça. Les rapports douloureux qu'il a avec son frère, cette espèce de complexe d'infériorité, cette façon de jamais y arriver, de toujours se planter, de faire le mauvais choix, etc., etc. Et on suit son odyssée, on suit son aventure, et on se dit, mais quand est-ce qu'il va y arriver? Mais voilà, Vince Gilligan est derrière, Peter Gould aussi, et on sait inévitablement que de toute façon, il n'arrivera jamais à être dans le bien, puisque, logiquement, il va devenir Saul Goodman. Donc là, il reste encore une saison, je sais, la série n'est pas finie, et pourquoi mettre une série qui n'est pas finie en premier? Bah, tout simplement parce que tout ce que j'ai vu est tellement de qualité, est tellement high level, est tellement énorme que je ne peux pas ne pas la mettre déjà dans un top de la décennie, à moins que la 5e saison soit tellement mauvaise qu'elle fasse... à moins que la 5e saison soit tellement mauvaise qu'elle fasse s'écrouler toute la série, mais ça je ne peux pas y croire, parce que derrière il y a trop de cadors, dans l'équipe technique, dans les scénaristes, dans la réalisation, la photo, tout ce que tu veux. C'est voilà pour moi la série vraiment, mais vraiment parfaite.
c'est la série parfaite. Il y a évidemment d'autres séries, tu vois, par exemple comme Tchernobyl, que j'aurais pu mettre en premier, mais j'en ai tellement parlé, j'en ai tellement vanté les mérites, qu'au bout d'un moment, je vais pas la remettre. Vous savez ce que je pense de Tchernobyl, et oui, bien sûr, elle mérite d'être sur le podium. Mais le truc, c'est que j'ai préféré privilégier Better Call Saul, et si par exemple, on peut faire la comparaison avec des Narcos Mexico, que j'aurais pu aussi mettre, c'est vrai, dans un top de la décennie, mais je trouve que c'est quand même en dessous parce que il y a des saisons un petit peu en dessous. On verra évidemment pour Narcos Mexico, ça on n'en sait rien encore, mais déjà la première saison était très très bonne, on verra sur la seconde. Mais par exemple sur un Narcos, j'ai pas toujours trouvé que c'était très très égal. Voilà. Il n'y a pas cette homogénéité qu'il y a sur Better Call Saul qui rend la série, mais voilà, parfaite pour moi quoi. Et on jugera évidemment après cette 5e saison, si normalement la série se termine là, s'il la renouvelle pas après, et on pourra faire la comparaison avec Breaking Bad. Et j'avais fait une vidéo sur les deux séries, en comparant les deux séries, Breaking Bad versus Better Call Saul, avec pas mal d'arguments, avec pas mal de choses, je vous invite à aller voir la vidéo, et à la finale, j'ai pas pu trancher. Pour moi, les deux séries se valent, mais pour des raisons différentes. C'est ça qui est important. Ça ne raconte pas la même chose, ça n'a pas le même rythme. Better Call Saul est beaucoup moins spectaculaire que son aîné. Oui, c'est vrai, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais si vous aimez l'univers de Breaking Bad, tout ce que vous avez aimé dans Breaking Bad, vous allez le retrouver dans Better Call Saul, sans que ce soit une copie de Breaking Bad. Et c'est pour ça que je la mets en première position de ce top de la décennie. Voilà pour ce top 10 séries de la décennie 2010-2019. N'hésitez pas aussi évidemment dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé et surtout vous, quel est votre top? Désolé pour les séries que j'ai oubliées, il y en a plein, mais il y en a aussi que je n'ai pas vu, que je rattraperai certainement. On n'est pas dans le même âge d'or des séries, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans cet âge d'or où il y avait les Sopranos, où il y avait Six Feet Under, où il y en avait plein d'autres comme ça. On est dans une autre décennie, mais qui est quand même extrêmement bonne. On voit que par exemple des séries comme Game of Thrones ont limite dépassé le média cinéma, quoi. Vraiment, il faut quand même le dire. Même plein d'autres séries, des séries comme Mr. Robot et tout ça, qui vraiment prennent une ampleur folle sur le fond, sur la forme, et qui manquent cruellement, vraiment, au cinéma, je ne le répéterai jamais assez. Et les séries, là, vraiment, prennent encore leur envol. Même si, oui, pour moi, on n'est quand même peut-être pas au niveau d'un Soprano, d'un Six Feet Under ou d'un Breaking Bad. Mais très franchement, c'est du très très lourd ce qu'on a eu pendant cette décennie. Et je souhaite que la décennie 2020-2030 soit de la même qualité, voire peut-être encore mieux en termes de séries. Mais ce qui est impressionnant, c'est que les showrunners, les créateurs, les networks même, pas forcément que Netflix ou Amazon Prime, je parle même des networks traditionnels, qui en ont encore sous le capot au niveau des séries, qui laissent la liberté aux créateurs. Et voilà ce que ça donne des séries de grande qualité, qui prennent pas les spectateurs pour des imbéciles, qui ne surfent pas toujours sur les mêmes choses, qui réinventent, qui inventent des choses sans arrêt, sans arrêt. Ce que nous, on a vécu à un moment donné au cinéma dans les années 80, 90, voire aussi peut-être 2000 quand même. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur les deux liens qui soutiennent la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!